Certains hommes traversent la vie en construisant des empires, mais restent incapables de bâtir une seule relation fondée sur la vérité. Et c'est l'histoire d'un homme qui possédait tout ce que l'argent peut acheter, qui a choisi de tout dissimuler à la femme qu'il aimait, et qui a découvert, bien trop tard, que le mensonge qu'il avait fabriqué pour la tester était en réalité le piège dans lequel il s'était enfermé lui-même. Ce message m'a été envoyé par un téléspectateur, et quand je l'ai lu pour la première fois, j'ai dû relire certains passages 3 fois, parce que je n'arrivais pas à croire qu'un homme aussi intelligent, aussi cultivé, aussi financièrement libre puisse commettre une erreur aussi monumentale, non pas parce qu'il a été arnaqué par quelqu'un d'autre, mais parce qu'il s'est arnaqué lui-même. C'est pas l'histoire habituelle d'un homme qui se fait plumer en Thaïlande. C'est l'histoire d'un homme qui avait 35 millions d'euros à la banque, qui a vécu dans un studio à 14 000 bahts par mois, qui a roulé en scooter pendant 10 mois, qui a dit à sa compagne thaïlandaise qu'il dirigeait une petite entreprise de logiciels, et qui, quand elle a pris la décision rationnelle de le quitter après qu'il a prétendu être en difficulté financière, a conclu qu'elle ne l'avait jamais aimé. Ce qui s'est passé ensuite, quand il est repassé devant son bureau, au volant d'une voiture de sport rouge à 240, 1000 euros, ce n'est pas une scène de vengeance. C'est le moment où il a compris, dans le regard figé de cette femme sur le trottoir, que c'était pas elle qui avait échoué au test, c'était lui. Si vous appréciez les histoires que je raconte ici, pensez à vous abonner à la chaîne. Votre soutien est essentiel pour faire grandir ce projet et me permet de consacrer du temps à la création de ces vidéos malgré mon emploi à temps plein. Merci d'être là. Je m'appelle Tristan Vernier et j'ai 44 ans. Pour comprendre ce que j'ai fait en Thaïlande, il faut d'abord comprendre d'où je viens et surtout ce que j'ai passé 15 ans à construire. Je suis né et j'ai grandi à Lyon, dans le 5e arrondissement, fils d'un ancien directeur d'agence bancaire à la retraite et d'une professeure de mathématiques au collège. Nous n'étions pas pauvres, mais nous n'étions certainement pas riches. Mon père vérifiait chaque ticket de caisse. Ma mère repassait les chemises elle-même parce qu'elle trouvait le pressing trop cher. J'ai grandi dans un appartement de 70 mètres carrés, avec une chambre que je partageais avec mon frère cadet. Et la notion de luxe dans notre famille, c'était le restaurant le dimanche, pas n'importe quel restaurant. Un menu à 22 euros dans un bouchon lyonnais, où mon père commandait toujours le même plat pour pas risquer d'être déçu. Mon père avait une expression qu'il répétait souvent quand il parlait de ses clients à banque, ceux qui venaient demander des prêts avec des montres clinquantes et des voitures en leasing. Il disait que la vraie richesse, c'est celle qu'on ne voit pas. Il croyait profondément que l'ostentation était une forme de faiblesse, que les gens qui affichaient leur argent étaient précisément ceux qui n'en avaient pas assez pour se permettre la discrétion. Cette philosophie a imprégné chaque fibre de mon éducation. Elle explique pourquoi, des décennies plus tard, possédant une fortune que mon père n'aurait jamais pu concevoir, je me comportais toujours comme si le moindre achat devait être justifié, comme si chaque euro dépensé sans nécessité était un euro gaspillé. J'ai fait des études d'informatique à l'université. Pas dans une grande école prestigieuse, juste la fac, et j'ai commencé à coder à 16 ans dans ma chambre des sites internet pour des commerces du quartier, 50 euros par site, parfois 100 si le commerçant était généreux. À 29 ans, j'ai emprunté 40 000 euros à mon père, la seule fois où il m'a prêté de l'argent, et il m'a fait signer un papier comme si j'étais un client de sa banque, et j'ai fondé ma propre entreprise de logiciels. Des solutions pour le secteur de la logistique européenne. Le genre de produit dont personne ne parle dans les dîners parce que c'est pas glamour, c'est pas une application de rencontre ou un réseau social. C'est du logiciel de gestion de chaîne d'approvisionnement, des tableaux de bord pour des directeurs d'entrepôt, des systèmes de suivi de marchandises, ennuyeux à mourir, à décrire, extraordinairement rentables à exploiter. En 15 ans, j'ai transformé cette entreprise en une structure de 85 employés avec des bureaux à Lyon, Amsterdam et Varsovie. Le chiffre d'affaires récurrent annuel avoisinait les 14 millions d'euros au moment où cette histoire commence. Ma participation de 68% dans la société était évaluée à environ 20 et 1 million d'euros. J'avais en plus 2 400 000 euros de liquidité sur des comptes personnels, un appartement de 160 mètres carrés dans la presqu'île de Lyon estimé à 890 000 euros, une part dans un chalet à Megève que je possédais avec mon frère, un portefeuille d'investissement d'1 850 000 euros, une berline sportive allemande pour la semaine, une voiture de sport italienne pour le week-end,
une collection de montres et d'art estimée à 320 000 euros. Au total, ma fortune personnelle s'élevait à environ 28 300 000 euros. 28 millions. Et personne en Thaïlande ne le saura jamais. Pas parce que je suis discret par timidité, parce que j'ai décidé, avant même de monter dans l'avion, que personne ne devait le savoir. Mais j'y reviendrai. Le paradoxe de ma vie, c'est que malgré tout cet argent, je n'avais aucune idée de ce que ça faisait d'être aimé pour ce que je suis, plutôt que pour ce que je représente. En 15 ans de construction d'entreprise, j'ai eu 3 relations amoureuses. Chacune a duré entre 1 et 2 ans. Chacune s'est terminée de la même façon, la femme demandant plus de temps, plus de présence, plus d'attention, et moi incapable de fournir quoi que ce soit parce que les serveurs étaient en panne, ou que la levée de fonds allait se conclure, ou que le bureau d'Amsterdam sous-performait. Ma dernière relation avec Camille, une architecte lyonnaise de 34 ans, s'est terminée 10 à 8 mois avant mon départ pour la Thaïlande. Ces derniers mots, prononcés debout dans le couloir de mon appartement avec son sac de voyage à la main, résonnent encore dans ma tête certains soirs. Elle m'a dit que j'étais brillant, mais que j'étais aussi émotionnellement inaccessible à un degré qui nécessiterait un diagnostic clinique si je laissais quiconque s'approcher assez pour en poser un. Elle n'avait pas tort, mais ce qu'elle n'avait pas compris, ce que personne ne comprenait, c'est que j'étais pas émotionnellement fermé. J'étais émotionnellement prudent. 15 ans dans le monde des affaires m'avaient appris une chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. Chaque geste d'amitié dissimule une demande. Chaque invitation à dîner précède une proposition commerciale. Chaque compliment est le premier coup d'une négociation. J'avais développé une capacité presque instinctive à détecter l'intention transactionnelle derrière les sourires. Et cette capacité qui me rendait redoutable en salle de réunion me rendait invivable dans une relation intime. Ce que Camille ne pouvait pas savoir non plus, c'est que chacune de mes ruptures avait laissé un résidu spécifique, non pas du chagrin, mais du doute. Après chaque séparation, la même question revenait comme une boucle dans un programme à l'écrit: est-ce qu'elle m'aimait moi, ou est-ce qu'elle aimait la stabilité que je représentais? Est-ce qu'elle restait parce qu'elle tenait à l'homme, ou parce qu'elle tenait à l'appartement dans le centre-ville, au week-end à Megève, au dîner dans les restaurants étoilés? Cette question n'a pas de réponse vérifiable. On peut pas isoler la variable argent dans une relation humaine. Pas dans la vie réelle, du moins. C'est ce que je croyais. Et c'est précisément cette croyance qui m'a conduit en Thaïlande avec un plan que je considérais comme ingénieux et que je sais maintenant avoir été destructeur. C'est mon médecin à Lyon, celui qui me suit depuis la fac, qui a déclenché le départ. Il a regardé mes analyses sanguines lors d'un contrôle de routine et son visage a changé. Mon cortisol était anormalement élevé. Mon architecture de sommeil était fragmentée. Mon rythme cardiaque au repos était passé de 62 à 78 battements par minute en 2 ans. Il m'a dit d'arrêter. Je lui ai dit que j'avais une entreprise. Il m'a répondu que mon entreprise survivrait, mais que mon cœur ne survivrait peut-être pas. J'ai promu mon directeur des opérations, Antoine, 38 ans, au poste de directeur général par intérim. J'ai conservé la supervision du conseil d'administration avec des visioconférences hebdomadaires. Et j'ai réservé un aller simple pour la Thaïlande, un pays qu'un ami dirigeant d'une entreprise à Berlin m'avait décrit comme le meilleur endroit au monde pour se réinitialiser, pas pour la vie nocturne, mais pour la combinaison de chaleur, de coûts de vie raisonnables, d'excellents soins médicaux et de cette qualité spécifiquement thaïlandaise de laisser les étrangers tranquilles. La Thaïlande ne demande pas ce que l'on fait dans la vie. Elle ne s'intéresse pas à la valorisation de l'entreprise. Elle offre de la nourriture, du soleil et de l'intimité en quantité que Lyon, où je suis reconnu dans chaque restaurant du 2e arrondissement, ne peut pas fournir. Mais avant de partir, j'ai pris une décision qui allait structurer tout ce qui suivrait, une décision que je considérais comme prudente et que je sais maintenant avoir été lâche. J'ai décidé de ne révéler ma richesse à personne en Thaïlande. Je me présenterai comme un employé de niveau intermédiaire dans le secteur technologique, en pause professionnelle, quelqu'un qui gagnait assez pour vivre confortablement, mais pas assez pour être une cible. Je louerai un appartement modeste, je roulerai en scooter, je mangerai dans des restaurants locaux et je vivrai avec un budget auto imposé de 60 000 bahts par mois, environ 1 700 euros, soit à peu près 3% de ce que je pouvais réellement me permettre. Mon raisonnement était en partie une expérience psychologique, en partie de l'autoprotection, en partie de la curiosité pure. Si je retire l'argent de l'équation, que reste-t-il ? Si une femme est attirée par moi alors que je semble gagner 3 000 euros par mois, est-elle attirée par moi ou par un style de vie qu'elle pense que je peux lui offrir ? Je me suis installé dans le quartier d'Onnut, un quartier de classe moyenne à l'est de la ville, populaire auprès des jeunes professionnels et des expatriés au budget raisonnable. Mon appartement,
Un studio d'une chambre, 35 mètres carrés, avec une piscine commune et une salle de sport. Loyer, 14 000 bahts par mois, soit environ 400 €. J'ai acheté un, un modèle japonais basique pour 38 000 bahts. Je faisais mes courses dans les supermarchés du quartier. Je mangeais dans les stands de rue et les restaurants de gamme moyenne. Je portais ma rotation habituelle de t-shirts identiques en coton bleu marine, gris, noir, achetés dans une chaîne de prêt à portée bon marché. Je transportais un sac à dos d'une marque de sport populaire. Rien dans mon apparence, mon adresse, mon véhicule ou mon comportement ne suggérait quoi que ce soit au-delà d'un professionnel européen confortable prenant une pause. Par l'intermédiaire d'un espace de travail partagé dans un quartier voisin, j'ai construit un petit cercle social, un concepteur d'interface britannique, un photographe allemand, un fondateur de jeunes pousses thaïlandais américains. On buvait de la bière artisanale, on jouait au tennis, on discutait de crypto-monnaies et de règlements de visa. Je leur disais que je dirigeais une petite société de conseil en logiciel en France et que je prenais une pause. Personne ne posait de questions supplémentaires dans le milieu des nomades numériques. Les descriptions professionnelles vagues sont la norme. Les 3 premiers mois se sont écoulés dans une routine que je n'avais jamais connue auparavant. Pour la première fois depuis 15 ans, je me réveillais sans alarme. Je nageais le matin. J'apprenais le thaï avec un professeur particulier 2 fois par semaine. Je lisais des romans, pas des rapports financiers. Mon rythme cardiaque est redescendu à 65. Mon cortisol s'est normalisé. Le fantôme que j'étais à Lyon, invisible dans les galas, absent des magazines économiques, le fondateur que personne ne connaissait de visage était devenu un fantôme d'un autre genre en Thaïlande, un expatrié ordinaire, sans histoire, sans intérêt, merveilleusement anonyme. Quelque chose d'inattendu s'est produit durant ces 3 premiers mois de solitude choisie. Le silence, au lieu de m'angoisser comme il l'aurait fait à Lyon, où chaque minute non productive me semblait voler à l'entreprise, est devenu un espace habitable. Je découvrais le plaisir de m'asseoir dans un café au bord d'un canal sans consulter mes courriels, de regarder les bateaux à longue queue fendre l'eau brune chargée de jacinthe, de sentir la chaleur humide du soir tomber sur mes épaules comme une couverture pesante. Mon corps, habitué depuis 15 ans à fonctionner sous tension permanente, commençait à se souvenir de ce que c'était que de simplement exister sans objectif trimestriel, sans tableau de bord, sans indicateur de performance. Et c'est dans cet état de disponibilité retrouvée, cette ouverture que l'épuisement professionnel avait rendu possible, que j'ai rencontré Pry. C'était à la piscine de notre résidence commune. Un détail que j'avais même pas remarqué en signant le bail, elle habitait dans le même immeuble que moi, 2 étages plus haut. Je faisais des longueurs ce matin-là. Elle était assise sur un transat, le téléphone à la main, en train d'étudier ce qui ressemblait à un document immobilier. Je suis remonté à la surface au bout du bassin, juste à côté de sa chaise, et par réflexe, sans même réfléchir, j'ai dit bonjour en français, comme si j'avais oublié dans quel pays je me trouvais. Elle a ri. Un rire franc, spontané, sans calcul. Elle m'a dit qu'elle avait étudié le français pendant 1 an à l'université, qu'elle se souvenait de presque rien, juste du mot bonjour et du mot croissant. On a parlé pendant 20 minutes. Elle s'appelait Manachanok, mais tout le monde l'appelait Pra, 29 ans. Originaire d'Odontani dans la région de Lisan, le nord-est rural de la Thaïlande, la région la plus pauvre du pays, celle qui envoie ses fils et ses filles vers la capitale depuis des décennies à la recherche d'un avenir que la campagne ne peut pas offrir. Elle était arrivée à la capitale à 20 et 1 an, avec un diplôme en administration des affaires d'une université d'admission ouverte pas, les établissements les plus prestigieux, mais respectée pour produire des diplômés pragmatiques et travailleurs. Elle avait trouvé un poste d'agente immobilière dans une agence de taille moyenne, spécialisée dans la vente et la location de condominiums dans le corridor et de la ville. Son revenu, basé sur les commissions, oscillait entre 30 000 et 45 000 bahts par mois, entre 850 et 1 300 €, environ avec des variations importantes d'un mois à l'autre. Pra était financièrement autonome. Elle payait son propre loyer, ses propres factures et envoyait 5 000 bahts chaque mois à ses parents à Odontani, un geste de piété filiale typique des filles de Lisan qui avaient migré vers la capitale. Elle disposait d'environ 120 000 bahts d'épargne modeste mais réelle. Elle n'était ni riche, ni pauvre, ni désespérée.
Elle naviguait sur la corde raide économique spécifique à la migration de province vers la capitale, gagnait assez pour envoyer de l'argent au village, épargnait assez pour se sentir en sécurité, dépenser assez pour maintenir l'apparence de réussite que sa profession exigeait. Ce qui m'a frappé immédiatement chez Pras, c'est son caractère direct. Pas de phrases inutiles, pas de minauderies, pas de cette douceur exagérée que certaines femmes adoptent en présence d'un étranger. Elle parlait avec le regard franc et la posture assurée d'une professionnelle habituée à négocier. Elle évaluait le monde à travers le prisme de son métier, elle voyait des espaces, calculait des valeurs, estimait des potentiels. Et elle appliquait ce même cadre d'analyse aux relations avec une efficacité que j'ai trouvée à la fois déstabilisante et rafraîchissante. Un partenaire devait être stable, fiable, gentil et, point crucial, financièrement adéquat. Pas riche, adéquat. Elle ne cherchait pas un millionnaire. Elle cherchait un homme capable d'assumer sa part d'une vie commune sans qu'elle ait apporté les deux côtés. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un restaurant japonais de gamme moyenne. L'addition, 1400 bahts, environ 40 €. J'ai payé, elle a proposé de partager, j'ai refusé. J'ai vu quelque chose dans son regard. À ce moment-là, pas de la reconnaissance, pas de l'admiration, mais une évaluation rapide et précise. Il paie, mais le restaurant n'est pas cher. Il est à l'aise, mais il n'étale rien. Bon signe. La relation s'est développée à un rythme qui, pour la Thaïlande, était inhabituellement mesuré. Pra avait été échaudé par ses relations précédentes. Son premier petit ami, un électricien thaïlandais, charmant mais instable, l'avait quitté en lui, laissant 15 000 bahts de dette commune et une leçon sur les hommes qui promettent sans jamais tenir. Son deuxième, un expatrié norvégien professeur de langue, avait été gentil, mais gagnait 35 000 bahts par mois, sans aucune épargne, chaque sortie, chaque voyage, chaque dépense partagée devenait une négociation. Elle avait mis fin à cette relation, non pas par manque d'affection, mais parce que l'asymétrie financière la faisait se sentir comme un fardeau. Depuis 10 à 8 mois, elle vivait seule, concentrée sur son travail, délibérément célibataire. Pendant les 2 premiers mois, on se voyait 2 fois par semaine, des dîners, des films, une escapade d'un week-end dans une ville de province, un hôtel modeste à 1800 bahts la nuit. Pra payait sa part environ 30% du temps, ce qui dans le contexte des relations entre étrangers et thaïlandaises était remarquablement inhabituel, et que j'ai noté mentalement comme un signal positif. Elle me traitait pas comme un distributeur automatique de billets, elle me traitait comme un partenaire. Au 6e mois, nous sommes devenus officiellement un couple. Elle m'a présenté à ses 2 meilleures amies, l'une coordinatrice dans le marketing, l'autre hôtesse de l'air. Pendant le dîner, l'amie dans le marketing m'a demandé ce que je faisais en France. J'ai répondu que je dirigeais une petite société de conseil en logiciels, des sites internet, des applications, rien de passionnant. Elle a demandé combien de personnes y travaillaient. J'ai dit quelques-unes. C'est petit. La réponse a satisfait tout le monde. Elle a aussi établi la fausse base de référence sur laquelle toutes les évaluations financières futures seraient calibrées. Dans le modèle mental thaïlandais, un homme qui dirige une petite entreprise avec quelques employés gagne peut être 3 000 à 4 000 € par mois. Confortable pour la France. Pas impressionnant selon les standards de l'élite de la capitale. Au 7e mois, Pré a vu mon studio pour la première fois avec ses yeux de professionnel de l'immobilier. Son verdict, partagé plus tard avec son ami, disait tout. Son appartement est petit, rien de spécial, un studio ordinaire, c'est un étranger qui n'est pas très riche, mais c'est quelqu'un de bien. Cette évaluation, pas très riche, mais quelqu'un de bien, est devenue le point de donné fixe dans son analyse. Elle ne l'a jamais mis à jour. Elle n'a jamais enquêté davantage. Elle a accepté les preuves visibles et a construit ses attentes émotionnelles et pratiques sur la fondation d'un mode de vie à 1800 € par mois qui représentait 0,006% de ma fortune réelle. Au 8e mois, elle m'a emmené rencontrer ses parents à Udon Thani. J'ai pris le bus, pas l'avion, pour maintenir le personnage. J'ai apporté des cadeaux, du whisky pour le père, un foulard en soie pour la mère, un jouet pour la nièce de Pra. Total, 3500 bahts, 100 €. Les parents étaient chaleureux, mais évaluateurs l'examen parental standard de Lisan pour un gendre potentiel. Après mon départ, sa mère a posé la seule question qui comptait. Est-ce qu'il a assez d'argent? Pré a répondu qu'il était quelqu'un d'ordinaire. Pas riche, mais avec un travail stable, quelqu'un de bien, gentil et sérieux. Sa mère a hoché la tête. Dans la hiérarchie d'évaluation de Lisan, gentil et sérieux se situe en dessous de riche, mais au-dessus de instable. C'était une base acceptable. Pas ce qu'elle espérait, mais acceptable. Le voyage en bus vers Udon Thani avait duré 8 heures, à travers la plaine centrale puis les étendues plates et poussiéreuses du nord-est. J'étais assis à côté d'une vieille femme qui transportait un sac de riz sur ses genoux
et qui s'est endormi la tête contre la vitre au bout de 30 minutes. Le paysage défilait des rizières, des temples dorés scintillant dans la brume de chaleur, des villages de maisons sur pilotis, des buffles d'eau immobiles dans la boue. J'ai regardé tout cela en me demandant ce que Prat avait ressenti la première fois qu'elle avait fait ce trajet en sens inverse, à 21 ans, quittant tout ce qu'elle connaissait pour une capitale qu'elle n'avait jamais vue, le courage que cela demandait, ce courage silencieux des filles de Lisan, qui partent sans certitude et construisent des vies à partir de rien, dépasser de loin tout ce que j'avais accompli en fondant mon entreprise avec 40 000 € empruntés et un diplôme universitaire. Elle avait commencé avec moins, elle avait risqué davantage, et elle ne s'en vantait jamais. Au 9e mois, Prat a emménagé dans mon studio. 2 adultes dans 35 mètres carrés, c'était serré, mais on s'est adapté avec l'efficacité de 2 personnes pragmatiques qui préfèrent la fonction à l'esthétique. Au 10e mois, nos finances se sont fusionnées de manière informelle. On partageait les courses, je payais le loyer, elle payait les factures d'électricité et d'eau. On mangeait dehors 3 à 4 fois par semaine dans des restaurants entre 800 et 1200 bahts le repas. L'arrangement était équitable, fonctionnel, et du point de vue de Prat, confirmant, il contribuait proportionnellement à ce qu'elle croyait qu'il gagnait. Un bon partenaire. Fiable, prévisible, pas exaltant, pas riche, bien. Pendant toute cette période, ma fortune réelle restait intacte. Mes parts dans la société avaient pris de la valeur. Mon portefeuille d'investissement avait grossi. Mon appartement à Lyon était loué à 2 800 € par mois. Ma fortune nette totale, alors que je vivais avec 64 000 bahts par mois dans un studio d'Onnut, avait augmenté à environ 29 500 000 €. L'écart entre l'homme que Prat fréquentait et l'homme qui existait réellement mesurait 29,5 millions d'euros. Et aucun de nous deux ne reconnaissait moi, parce que le déguisement était l'expérience, et elle parce qu'elle n'avait aucune raison de chercher au-delà des preuves, devant ses yeux. Mon congé sabbatique de 3 mois s'était étiré à 10 mois, quand la réalité professionnelle m'a rattrapé. Antoine, mon directeur général par intérim, avait bien géré, le chiffre d'affaires était en hausse de 8%. 2 nouveaux grands clients avaient signé. Le bureau d'Amsterdam s'était stabilisé. Mais le conseil d'administration faisait pression pour mon retour. Un investisseur potentiel voulait rencontrer le fondateur en personne. Un client important menaçait de partir si je n'intervenais pas personnellement. L'entreprise avait besoin de son dirigeant. J'ai annoncé à Prat que je devais rentrer en France pour un certain temps. Elle m'a demandé combien de temps. J'ai dit que je ne savais pas, peut être 2 mois, peut être plus. Elle m'a demandé ce que cela signifiait pour nous. J'ai dit que je reviendrais, qu'on trouverait une solution. Et puis, elle a posé la question qui a fait naître la première fissure dans mon déguisement. Elle a dit que j'avais toujours affirmé que mon entreprise était petite, et elle ne comprenait pas pourquoi une petite entreprise avait besoin de rappeler son fondateur de l'autre côté du monde. C'était une observation parfaitement logique. Un petit cabinet de conseil avec quelques employés ne convoque pas de réunion de conseil d'administration et ne négocie pas de levée de fonds de plusieurs millions. Mon explication nécessitait soit d'amplifier le mensonge, soit de révéler la vérité. J'ai amplifié le mensonge. J'ai dit qu'il y avait un problème avec un client, que c'était compliqué, que je devais être sur place. Prat a accepté cette explication, mais l'acceptation portait un poids qu'elle n'a pas formulé. Dans son expérience, les hommes qui quittent la Thaïlande pour un moment ne reviennent pas toujours. Le Norvégien était parti. L'électricien thaïlandais était parti. Les hommes partent. C'était l'ensemble de données avec lequel elle travaillait. Avant mon départ, elle a soulevé une question pratique, pas sur la relation, mais sur l'appartement. Si je rentrais en France, qu'advenait-il du logement? Je payais 14 000 bahts par mois. Si je n'étais pas là, est-ce que je le gardais? Elle ne pouvait pas vivre indéfiniment dans un appartement qui n'était pas le sien. Et puis, elle a ajouté, avec la franchise qui la caractérisait, que si j'étais sérieux pour nous deux, il faudrait peu être envisagé quelque chose de plus permanent, un appartement plus grand ou un achat. C'était une demande parfaitement rationnelle de la part d'une femme de 29 ans dans une relation engagée avec un homme qu'elle croyait gagner entre 3 000 et 4 000 € par mois. Elle ne demandait pas un palais. Elle demandait de la stabilité, un espace partagé plus grand, un engagement qui signale la permanence. Dans le contexte de mon profil financier apparent, cela signifiait un appartement à 20 ou 25 000 bahts par mois ou l'achat d'un logement dans la fourchette de 2 à 3 millions de bahts, un bien modeste, finançable avec un crédit. Dans le contexte de mon profil financier réel, elle demandait environ 0,01% de ma fortune nette. Mais j'ai entendu autre chose. Le filtre de l'expérience s'est activé instantanément. Elle pose des questions sur l'argent, elle parle de propriété immobilière. Est-ce de l'amour ou de la négociation?
J'ai répondu que j'y réfléchirais pendant mon séjour en France. Et je suis parti la semaine suivante, emportant avec moi cette question comme un caillou dans la chaussure, une question qui n'était pas la bonne question, mais que j'étais trop aveuglé par mon propre dispositif expérimental pour le voir. En France, tout s'est accéléré. L'investisseur, un fonds de capital croissance basé à Londres, a proposé un investissement de 15 millions d'euros pour une valorisation pré-investissement de 45 millions. J'ai négocié et obtenu 50 millions. L'opération s'est conclue 2 mois après mon retour. Ma participation de 68% valait désormais environ 34 millions d'euros. Ma fortune personnelle totale dépassait les 35 millions. J'assistais à des réunions du conseil d'administration, à des dîners avec des clients, à une conférence technologique à Paris. Le dimanche, je sortais ma voiture de sport italienne du garage et je montais l'école alpin Le Galibier, la route qui serpente entre les parois de roche et les précipices, mon frère suivant 2 virages derrière dans ma berline sportive allemande. Je dînais dans les grands restaurants lyonnais avec mon directeur financier et une bouteille de vin de la vallée du Rhône à 300 €. J'étais, pour la première fois depuis 1 an, pleinement moi-même le fondateur, le conducteur, l'homme dont le nom figurait sur la table de capitalisation. Mais Prat me manquait. Je lui écrivais tous les jours. On s'appelait en vidéo 3 fois par semaine. Je lui envoyais des fleurs par l'intermédiaire d'un fleuriste de la capitale thaïlandaise 1500 bahts, modeste selon n'importe quel standard. Je lui disais que je reviendrais bientôt. Le contraste entre mes 2 vies était devenu vertigineux. Le matin, je présidais une réunion stratégique dans une salle de conférence vitrée au 18e étage de notre immeuble lyonnais, discutant d'objectifs de croissance à 2 chiffres avec des directeurs en costume. Le soir, j'appelais Prat en vidéo et elle me montrait le coucher de soleil depuis le balcon de mon ancien studio, le ciel de la capitale thaïlandaise embrasé de rose et d'or au-dessus des toits de tôle, et je sentais dans ma poitrine un tiraillement physique, comme si mon corps était écartelé entre 2 continents par des fils invisibles. L'homme qui négociait des millions le jour devenait, la nuit, un homme solitaire dans un grand appartement vide qui s'endormait avec le son de la voix d'une femme à 9000 km de distance. De son côté, Prat attendait. Elle continuait à travailler, à vendre des appartements, à toucher des commissions, à payer ses factures. Elle vivait dans mon studio d'Onnut qu'elle maintenait propre et organisé. Elle disait à ses amis que je réglais un problème professionnel en France et que je reviendrais bientôt. Son ami du marketing a fait une remarque que Prat a enregistrée sans y donner suite. Elle a dit que j'étais parti depuis 3 mois, que j'avais toujours prétendu que mon entreprise était petite, mais que une absence aussi longue ne correspondait pas au profil d'un dirigeant de petite structure. Les gens qui ont de petites entreprises n'ont pas besoin de s'absenter aussi longtemps. L'observation était pertinente. Prat ne l'a pas creusée. Elle me faisait confiance, ou plus précisément, elle faisait confiance à la version de moi qu'on lui avait présentée. Pendant mon absence, j'avais mis en place un virement automatique depuis mon compte thaïlandais pour payer le loyer, mais le compte alimenté par un versement initial au début de mon séjour commençait à s'épuiser. J'ai transféré 200 000 bahts depuis un de mes comptes français à environ 5 700 € en une seule opération. Prat avait un accès en consultation sur le compte thaïlandais pour la gestion courante du ménage. Elle a vu le montant apparaître. 200 000 bahts. En un seul virement. Depuis un compte français qu'elle ne connaissait pas. Le chiffre était incongru avec le modèle qu'elle avait de moi. Un homme qui gagne 3 000 à 4 000 € par mois ne transfère pas l'équivalent de 2 mois de salaire en une seule fois sans y penser. Le point de données ne cadrait pas. Elle l'a noté, elle n'a pas posé de questions. Elle a attendu. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision qui, avec le recul, représente le point exact où la prudence a basculé dans la cruauté. Depuis Lyon, à 9000 km de distance, j'ai décidé d'intensifier l'expérience. J'ai appelé Prat un jeudi soir, heure de la capitale thaïlandaise. Je lui ai annoncé une mauvaise nouvelle que j'avais entièrement fabriquée. Je lui ai dit que la situation avec le client pour laquelle j'étais rentré avait empiré, que l'entreprise avait perdu le contrat, que j'avais dû licencier 2 personnes, que mon chiffre d'affaires allait baisser de peu, être 40% cette année, que financièrement, les choses allaient être serrées, que je ne pourrais pas continuer à payer l'appartement à la capitale. Et que le projet dont on avait parlé, un logement plus grand, un achat ne serait pas possible avant un bon moment. Et puis j'ai ajouté, avec une fausse hésitation soigneusement calibrée, que je n'étais même pas sûr de pouvoir revenir. Que si l'entreprise est en difficulté, je devrais rester en France à temps plein. Que on devrait réfléchir à ce que tout cela signifiait pour nous deux. Je ne rompais pas avec elle. Je faisais pire que rompre, je lui présentais un avenir dans lequel j'étais présent, mais diminué, disponible, mais appauvri, engagé, mais incapable de fournir quoi que ce soit.
Je testais si elle resterait avec la version diminuée. Assis dans mon appartement de 160 mètres carrés avec vue sur la rivière, un verre de vin de la vallée du Rhône à la main, je manipulais les émotions d'une femme qui m'avait donné 10 mois de sa vie, qui avait payé sa part, qui n'avait jamais demandé plus que le raisonnable, pour voir si elle passerait le test que j'avais conçu. Sa réponse est venue en 72 heures. Pas dans un éclat de colère, pas dans un drame, dans un processus de réflexion méthodique qui y reflétait exactement la femme qu'elle était pragmatique, directe, professionnelle dans son approche de la vie. La première heure, elle est restée silencieuse au téléphone, puis elle a dit qu'elle comprenait que les problèmes professionnels arrivent, qu'on trouverait une solution. 6 heures plus tard, elle a contacté son ami pour lui expliquer la situation. Son ami a répondu que c'était exactement ce qu'elle craignait, qu'il était parti depuis 4 mois, et qu'il annonçait maintenant qu'il n'avait plus d'argent, et que Prat devait penser à elle aussi. Le lendemain, Prat a appelé sa mère à Oudon-Thani. La réponse de sa mère a été immédiate et sans équivoque. Elle lui a dit qu'elle l'avait prévenu, qu'un étranger ordinaire n'offrait aucune stabilité, qu'il était peu, être quelqu'un de bien, mais que la bonté ne nourrissait personne, que si cet homme ne pouvait pas subvenir à leurs besoins, elle devait trouver quelqu'un qui le pouvait, et qu'à 29 ans, elle ne devait pas perdre de temps. 48 heures après mon appel, Prat m'a envoyé un message. Pas un message de rupture dramatique, un message qui ressemblait à la façon dont elle traitait une annonce immobilière, qui ne menait nulle part une réévaluation, un repositionnement, un passage à autre chose. Elle a écrit qu'elle pensait que on devrait peu être faire une pause, pas parce qu'elle ne tenait pas à moi, mais parce qu'elle ne pouvait pas attendre indéfiniment quelqu'un qui ne reviendrait peu, être jamais et qui ne serait peu, être pas en mesure de soutenir une vie commune même s'il revenait. Qu'elle avait besoin d'être réaliste. J'ai lu ce message dans mon appartement lyonnais, celui avec le parquet d'origine et la vue sur la rivière, et j'ai ressenti exactement ce que j'avais conçu l'expérience pour produire le point de données qui confirmait mon hypothèse. Elle était partie quand l'argent avait disparu. La relation était conditionnelle. L'amour était transactionnel. J'ai tapé. Je comprends. Je n'ai pas lutté. Je n'ai pas révélé la vérité. J'ai laissé l'expérience atteindre sa conclusion avec la discipline clinique d'un homme qui avait conduit des tests comparatifs sur des interfaces logicielles pendant 15 ans. J'ai posé le téléphone. Je suis allé à la cuisine. Je me suis servi un verre d'un grand cru de la vallée du Rhône, une bouteille qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de Prat. Je l'ai bu debout devant la fenêtre, regardant les lumières sur la rivière, et je me suis dit, je le savais. Je l'ai toujours su. Ce que j'ai pas fait à ce moment-là, et c'est l'échec fondamental de toute cette histoire, c'est considérer l'interprétation alternative des données. Un bon scientifique examine toutes les hypothèses. Moi, aveuglé par le biais de confirmation que mon expérience était conçue pour produire, je n'en ai considéré qu'une seule. Mon hypothèse, elle est partie parce que je suis fauché, donc elle n'est avec moi que pour l'argent. L'hypothèse alternative que j'ai refusé d'examiner, une femme de 29 ans dont les relations précédentes se sont toutes terminées par des hommes qui partaient et ne revenaient pas, dont la mère la presse de trouver la stabilité, dont la vie professionnelle exige un mouvement constant vers l'avant, s'est vue présenter un partenaire qui avait disparu pendant 4 mois, qui annonçait une instabilité financière et qui n'offrait aucun calendrier concret de retour. Elle a pris une décision rationnelle basée sur les informations disponibles, des informations que j'avais délibérément corrompues. Elle n'est pas partie à cause de l'argent. Elle est partie parce que l'avenir que j'avais décrit absent, en difficulté, incertain, n'était pas un avenir sur lequel elle pouvait construire quoi que ce soit. Et elle avait raison, c'en était pas un. Parce que c'était un mensonge. Prat n'avait pas échoué au test. C'est moi qui l'avais truqué. 2 mois se sont écoulés après la rupture. Je suis retourné à la capitale thaïlandaise, pas pour me réconcilier, mais pour fermer ma vie là-bas. Résilier le bail de l'appartement, solder les comptes, expédier mes affaires. J'avais décidé de rentrer à Lyon définitivement. L'expérience était terminée. La conclusion était classée. Je suis arrivé dans une voiture privée depuis l'aéroport, pas un taxi, pas une application de transport. Une berline noire, de luxe allemande organisée par mon assistante à Lyon. Je portais ma montre suisse. Je transportais une valise d'une marque de bagagerie de luxe. Pour la première fois en Thaïlande, je ressemblais à ce que j'étais réellement. Je me suis enregistré dans l'un des hôtels les plus prestigieux de la ville parce que le studio d'Onnut était déjà vidé et parce que le déguisement étant terminé, il n'y avait plus de raison de jouer la modestie. Le lendemain, ma voiture de sport italienne est arrivée. Je l'avais fait expédier de Lyon pour un voyage de 2 semaines à travers le nord du pays avant de la renvoyer en France. La voiture a été déchargée d'un camion plateau devant l'entrée de l'hôtel par des employés en gants blancs. Elle était d'un rouge éclatant, le rouge signature de la marque, celui que les connaisseurs appellent par son nom italien, ce rouge profond, agressif, qui pulse sous la lumière tropicale comme un cœur exposé à l'air libre. Le grondement sourd de son moteur à 8 cylindres au ralenti
faisait tourner chaque tête dans un rayon de 100 mètres. Valeur, environ 240 000 euros. Je n'avais rien planifié de ce qui s'est passé ensuite. J'avais prévu de rouler vers la province, d'emprunter des routes de montagne et de traverser des rivières, de retrouver la précision thérapeutique d'un moteur puissant sur une route à 2 voies. Je n'avais pas prévu de traverser Honnot, mais je l'ai fait. Parce que l'appartement où j'avais vécu pendant 10 mois se trouvait à Honnot, et que la route vers l'autoroute passait par Honnot, et qu'une partie de moi, celle que le dirigeant d'entreprise réprime et que l'homme seul obéit, voulait traverser le quartier où j'avais été ordinaire, dans une voiture qui annonçait que je ne l'avais jamais été. L'intersection. Un feu rouge sur une artère principale du quartier. La voiture s'est arrêtée, le moteur ronronnait. Chaque personne sur le trottoir, les chauffeurs de moto-taxi, les vendeurs de nourriture, les employés de bureau, les enfants s'est retourné pour regarder une voiture de sport italienne à 240 000 euros dans ce quartier de classe moyenne. C'était comme une baleine dans une piscine. Techniquement possible, catégoriquement incongru et impossible à ignorer. Pras se tenait sur le trottoir. Elle était devant le bureau de l'agence immobilière où elle travaillait un local en rez-de-chaussée à 30 mètres de l'intersection. Elle accompagnait un client, un jeune couple thaïlandais, qui consultait une fiche de propriété. Elle portait sa tenue professionnelle, une veste noire, un chemisier blanc, une jupe crayon, composée, professionnelle, la version d'elle-même qu'elle présentait au monde qui lui versait ses commissions. Elle a entendu le moteur d'abord, puis elle a vu la voiture. Puis parce que une voiture de sport italienne rouge en ut exige qu'on identifie le conducteur, elle a regardé l'homme derrière le volant. La reconnaissance a pris environ 4 secondes. La première seconde, une voiture de sport italienne à en ut. La deuxième seconde, le conducteur est un étranger, des lunettes, les cheveux courts. La troisième seconde, il lui semble familier. La quatrième seconde, c'est Tristan. Son corps s'est figé. La fiche immobilière dans sa main a cessé de bouger. Son client a dit quelque chose qu'elle n'a pas entendu. Sa bouche s'est légèrement entrouverte pas pour parler, mais parce que la dissonance cognitive entre l'homme au scooter qui vivait dans un studio à 14 000 bas et l'homme qui conduit une voiture à 250 000 € dans son quartier avait court-circuité la partie de son cerveau qui traite la réalité. Nos regards se sont croisés à travers le pare-brise, les miens derrière mes lunettes sans monture, les siens grands ouverts, sans clignement, verrouillés sur un visage qu'elle connaissait dans un contexte qu'elle ne pouvait pas traiter. Ce moment, ces 2 ou 3 secondes de contact visuel à travers une vitre contenaient plus de vérité que les 10 mois que nous avions passés ensemble. Le feu est passé au vert. J'ai démarré, le moteur a rugi, la voiture a glissé dans la circulation comme une lame rouge fendant une eau grise. Dans le rétroviseur, j'ai vu Pras debout sur le trottoir, la fiche immobilière toujours à la main, immobile. J'ai roulé 3 pâtés de maison. Je me suis arrêté sur le bas-côté. Mes mains tremblaient. Pas à cause des vibrations du moteur, à cause de l'expression sur son visage. Le visage d'une femme qui venait de réaliser que chaque donnée qu'elle avait utilisée pour évaluer notre relation était fausse, et que l'homme qu'elle avait quitté pour être ordinaire n'avait, pendant tout ce temps, jamais été la personne la moins ordinaire qu'elle ait rencontrée. Pras est retournée dans son bureau ce jour-là. Elle s'est assise à son poste. Son client a demandé si elle allait bien. Elle a répondu que oui, qu'elle était désolée, et elle a repris la présentation de la fiche. Ce soir-là, de retour dans son studio, celui à 9 000 bahts par mois, où elle avait emménagé après la rupture, elle s'est assise sur son lit et a repassé chaque instant de notre relation à travers le nouveau prisme. La petite société de conseil, pas petite du tout, les quelques employés, pas quelques-uns du tout, le studio à 14 000 bahts un costume, le scooter un accessoire, les t-shirts, bon marché, un uniforme pour un personnage qui jouait. Le virement de 200 000 bahts qu'elle avait remarqué et classé sans poser de questions, une erreur d'arrondi sur un compte qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Elle a calculé parce qu'elle est agente immobilière et que le calcul est son langage que vaut un homme qui conduit ce genre de voiture. Elle a cherché le prix sur son téléphone. Elle a vu le chiffre, environ 8 400 000 bahts. Pour la voiture seule. Pas la maison. Pas les investissements. La voiture. Et puis elle a fait quelque chose d'inattendu, quelque chose qui sépare Pras de la caricature que le public pourrait être en train de construire dans sa tête. Elle n'a pas ressenti de regret d'avoir perdu l'argent. Elle a ressenti de la colère d'avoir perdu la vérité. Elle a envoyé un message à son ami. Il n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Il conduit une voiture de sport italienne. Il m'a menti depuis le début. Son ami n'en revenait pas. Pras a ajouté, il jouait un rôle, il faisait semblant de ne pas avoir d'argent. Tout était une mise en scène. Et quand j'ai dit que j'avais besoin d'une pause, il a probablement pensé que je m'intéressais qu'à l'argent, mais je ne savais même pas qu'il y avait de l'argent. C'est lui qui me l'a caché. La phrase a atterri avec tout son poids. Elle n'avait pas quitté un homme riche.
Elle avait quitté le personnage qu'un homme riche jouait. Elle avait évalué une fiction et atteint une conclusion rationnelle basée sur des données fictives. Le verdict était correct pour les données d'entrée. Les données d'entrée étaient des mensonges. Prat n'a pas cherché à reprendre contact, pas par manque d'affection, parce que la révélation contaminait rétroactivement chaque moment de tendresse. Chaque dîner qu'il avait payé avec une générosité décontractée était une représentation de modestie par un homme qui aurait pu acheter le restaurant entier. Chaque nuit dans le studio à 14 000 bahts était un homme choisissant de dormir dans un déguisement alors qu'il aurait pu dormir dans la soie. Chaque « je ne peux pas me permettre ça » était une réplique scriptée livrée à une femme qui avait organisé sa vie émotionnelle autour de cette réplique. Elle a appelé sa mère, elle lui a dit qu'il était très riche, qu'il ne le lui avait jamais dit, qu'il avait menti non pas pour se protéger mais pour la tester, qu'elle n'avait pas été sa compagne, qu'elle avait été le sujet d'une expérience. Sa mère est restée silencieuse longtemps. Puis il a prononcé une phrase que Pré n'oubliera jamais. Quelqu'un qui ment à la personne qu'il aime ne mérite pas d'être aimé. De mon côté, j'ai conduit la voiture vers la province. J'ai emprunté les routes de montagne. J'ai roulé vite, trop vite, dans des virages qui exigent de la précision. Et la voiture m'a donné ce que l'expérience n'avait pas pu me donner. Une boucle de rétroaction pure et binaire. Tourner le volant correctement, survivre. Tourner incorrectement, ne pas survivre. Pas d'ambiguïté. Pas d'hypothèse alternative. Pas de point de données à mal interpréter. Je me suis installé dans un complexe hôtelier au bord d'une rivière. Je me suis assis sur la terrasse. J'ai ouvert mon téléphone. Aucun message de Prat. Aucun appel. Aucune notification. Le silence était absolu et j'ai réalisé, avec cette clarté spécifique qui arrive quand l'adrénaline retombe, que le silence était le point de données que je n'avais pas prévu de tester. Les grillons chantaient dans la végétation dense qui bordait la rivière. L'eau coulait avec un murmure régulier, indifférent à mes tourments. Un martin-pêcheur plongeait et remontait avec un éclat turquoise, répétant son geste avec une précision que j'enviais lui, au moins savait exactement ce qu'il cherchait, et ne compliquait pas l'acte de l'obtenir avec des dispositifs expérimentaux absurdes. La nuit tropicale tombait vite, sans crépuscule, comme un rideau qu'on tire d'un coup, et dans cette obscurité soudaine, assis seul sur cette terrasse avec pour seule compagnie le son de l'eau et le poids de ce que j'avais fait, j'ai commencé à voir clairement pour la première fois depuis 14 mois. J'ai ouvert l'application de tableur sur mon téléphone, l'outil que j'utilise pour tout, le langage dans lequel je pense. J'ai créé une nouvelle feuille, colonne A, ce que j'ai appris sur Prat, colonne B, ce que j'ai appris sur moi-même. La colonne A était vide, je n'avais aucune donnée fiable sur Prat, parce que chaque point de données avait été généré par une prémisse fausse. La méthodologie de l'expérience était corrompue depuis le premier jour. On ne peut pas tester l'authenticité d'une personne en étant soi-même inauthentique. Les résultats étaient dénués de sens, aussi dénués de sens qu'un essai clinique où le placebo et le médicament auraient été inversés. La colonne B s'est remplie rapidement. J'ai menti à une femme pendant 10 mois pour tester si elle m'aimait. Quand elle a passé chaque épreuve, quand elle est restée, quand elle a contribué, quand elle n'a rien demandé de déraisonnable, j'ai intensifié le mensonge pour trouver son point de rupture. Quand elle a rompu rationnellement par instinct de protection comme n'importe quelle personne l'aurait fait face à un avenir instable, j'ai conclu que c'était elle le problème. Et j'ai conduit une voiture de sport à $250 000 devant son bureau pour me prouver que j'avais raison. J'avais pas raison, j'avais été cruel, j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert l'application de messagerie, j'ai commencé à taper un message pour Prat, j'ai regardé les mots sur l'écran pendant 15 minutes, et puis je les ai effacés. Parce que qu'aurais-je pu dire ? Que je valais 35 millions d'euros et que j'avais fait semblant d'être ordinaire pour voir si elle m'aimerait quand même, et que quand elle avait pris une décision raisonnable basée sur la fiction que j'avais créée, je l'avais jugée pour ça, et que j'avais ensuite conduit une voiture à $250 000 devant son bureau pour m'assurer qu'elle sache qu'elle avait eu tort. Il n'y avait pas de message qui pouvait arranger les choses, il n'y avait pas de confession qui ne soit pas aussi un acte d'accusation, l'expérience n'avait pas testé Prat, elle m'avait testé moi, et les résultats étaient concluants. Je suis un homme qui préfère avoir raison plutôt qu'être aimé. Aujourd'hui, je suis de retour à Lyon, la voiture de sport italienne est dans le garage, la berline sportive allemande est dans l'allée, l'appartement est impeccable, l'entreprise prospère, l'argent de la levée de fonds est déployé, la valorisation a augmenté. J'ai tout. Tout, sauf la seule chose que l'expérience était censée trouver. La preuve que quelqu'un pouvait m'aimer sans savoir ce que je vaux. Parfois, tard le soir, quand Lyon s'endort et que la lumière des lampadaires dessine des reflets tremblants sur les eaux de la rivière en contrebas de mes fenêtres, je repense au trajet en bus vers Oudon-Tany. 8 heures sur une route droite à travers la plaine. La vieille femme au sac de riz. Les rizières infinies. Et près, assise à côté de moi, la tête sur mon épaule,
endormie dans la confiance tranquille d'une femme qui croyait connaître l'homme sur lequel elle s'appuyait. Elle ne connaissait pas ma fortune. Elle ne connaissait pas mes comptes, mes investissements, ma valorisation boursière. Et pourtant, dans ce bus brinque-ballant sur une route de campagne, elle dormait contre moi avec l'abandon total de quelqu'un qui se sent en sécurité. C'était pas mon argent qui lui donnait cette sécurité, c'était ma présence. Et c'est précisément cette présence que j'ai retirée quand j'ai décidé que l'expérience était plus importante que la femme. Je m'assieds à mon bureau, le même bureau où j'ai construit mon entreprise, à partir d'un prototype, où j'ai négocié la levée de fonds, où j'ai signé la feuille de terme qui m'a rendu millionnaire, et j'ouvre l'application de messagerie. La photo de profil de Prat est toujours là. Son message de statut, inchangé depuis 8 mois, dit en taille quelque chose qui se traduit simplement « travaille dur, sois gentil ». Je regarde la photo, je regarde le statut, je regarde le champ de message vide où je pourrais taper la vérité, toute la vérité, chaque chiffre, chaque mensonge, chaque raison, et je vois refléter dans l'écran le visage d'un homme qui a passé 14 mois à construire un déguisement si parfait qu'il a trompé la seule personne qui ne se souciait pas de la chose qu'il dissimulait. Elle ne voulait pas la voiture de sport, elle ne voulait pas les millions. Elle ne voulait pas la levée de fonds, ni l'appartement dans le centre de Lyon, ni le grand cru de la vallée du Rhône. Elle voulait que je lui dise la vérité. Et ça, parmi tout ce que je possède, tout ce que j'ai construit, tout ce que je vaux, c'était la seule chose que je n'avais pas les moyens de donner. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a rappelé que la confiance est la seule monnaie qui ne peut pas être falsifiée, alors partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et si vous voulez continuer à découvrir ces histoires, ces récits d'amour, de manipulation et de vérité qui se cachent derrière les apparences, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque nouvelle vidéo est une leçon que quelqu'un a payée très cher pour que vous n'ayez pas à la payer vous-même. À très bientôt.